Tantôt, on a parlé du monde municipal. Maintenant, on parle du monde provincial, financement des partis politiques, loi 2 du gouvernement Marois. Nous avons Joanne Marcotte avec nous, auteure et blogueuse, et Dominique Moret, chroniqueur, animateur à la radio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Premièrement, parlons de financement de partis politiques. Joanne, le PQ présente la loi 2 qui va plafonner les dons des individus à 100 $. Mais d'ici à ce que la loi soit adoptée, ils font un blitz de financement parce qu'eux autres, ils veulent profiter au max du plafond à 1000 $. Ça, ils veulent s'en mettre plein les poches. Ça, c'est comme si je disais, la semaine prochaine, je vais maigrir, je vais suivre un régime, mais d'ici là, m'aller au Krispy Kreme, puis m'a tout vidé. Ça ressemble à ça, hein? C'est un peu ça, là. Ça ressemble beaucoup à ça. Et en plus, on utilise René Lévesque. Allez sur pq.org, là, quelque chose du genre, et puis on voit vraiment une vidéo, un YouTube de René Lévesque qui demande du financement pour le Parti québécois. Faut le faire. Maintenant, bon, en tout cas, ils vont profiter du temps qui reste, semble-t-il, pour aller chercher de l'argent. Mais moi, l'histoire du plafonnage, le plafonnement à 100 $ de la contribution individuelle, là, je suis pas sûre qu'on s'attaque à la bonne chose. Je veux dire, bien franchement, là, je pense qu'on verse même dans la pensée magique. Puis Dieu sait que moi aussi, je suis tentée à un moment donné de couper, mais vraiment tous les liens entre le financement des partis politiques et les têteux de contrat, si on veut, là. J'ai d'ailleurs écrit là-dessus ce matin. Mais quand on regarde, quand on écoute ce qui se passe à la commission Charbonneau, je ne suis pas sûre que ça a un quelconque rapport avec le montant des contributions. Quand on regarde ça, ça prend tout un système, ça prend tout un régime, ça prend des fonctionnaires qui sont prêts à se faire corrompre, ça prend des politiciens aussi, puis ça prend des partis politiques. Et la question que je me pose, Dominique, c'est que s'il y a des gens, quand le plafond est à 1000 $, puis qu'il y a des gens qui donnaient de l'argent dans des valises ou dans des sacs bruns en dessous de la table, on a beau mettre le plafond à 25 cents, quelqu'un qui veut donner 10 000 $ en dessous de la table va continuer à le donner. Bien, ça va peut-être être pire dans ce cas-là, ironiquement. C'est une petite crème, une petite crémette pour nous donner bonne conscience, mais au bout du compte, étant donné qu'on ne met pas de plafond sur les dépenses électorales, les partis politiques, au moins pour la première année, seront en manque de liquidité, en manque d'argent. Ça va les rendre plus vulnérables, justement, aux dons occultes, moins d'argent, mais une cadence de dépenses qui pourrait être maintenue, surtout qu'on est en période préélectorale, on est en période gouvernement minoritaire. Donc, ça pourrait prêter flanc à certaines influences. On manque d'argent, les gros donateurs, les distributeurs d'enveloppes brunes vont le savoir, et à ce moment-là, ça pourrait avoir un effet pervers, Exactement. un effet contraire. Joanne, 100 $ là, comme plafond de dons individuels. Faut que tu en fasses du porte-à-porte. Faut que tu en fasses des soupers spaghettis à 100 $ pour pouvoir ramasser suffisamment d'argent pour faire campagne. Si quelqu'un t'arrive en disant, regarde, là, moi, je te donne tant d'argent, puis tu sais, ça va te permettre là, de ramasser beaucoup d'argent en très peu de temps. T'entends? Et est-ce qu'on veut occuper nos politiciens à faire ça? Est-ce qu'on n'aime pas mieux que nos politiciens ou le gouvernement ou nos députés s'affairent aux affaires publiques plutôt que au souper spaghetti où là, ils se font courtiser de toutes parts? Et puis, à part de ça, qu'est-ce qui nous fait croire qu'on va vraiment contrôler l'influence? Puis, on parle de quelle sorte d'influence à part ça? S'imaginer qu'on peut contrôler le trafic d'influence ou, comme Bernard Drainville le dit, qu'est-ce qu'on fait de l'influence des centrales syndicales qui rapportent, je veux dire, quelque chose comme 800 millions par année. Est-ce qu'on n'a pas la preuve au printemps dernier de cette espèce de relation incestueuse entre le financement des centrales syndicales, les mouvements sociaux qui ont eu vraiment beaucoup d'influence sur l'agenda politique? On le sait-tu que ça a de l'influence? Écoute, les étudiants, ils ont tout gratuit de ce temps-ci. Donc, de quelle sorte d'influence? Est-ce qu'on s'imagine qu'on va être capable d'éliminer toute influence? Non, parce que le monde est ainsi fait. Donc, quant à ça, ouvrons les livres, prônons la liberté de l'influence, la liberté la libre circulation des idées. Ça serait clair, Dominique, rapidement, on pourrait dire telle firme a donné 5 000 $, a donné 10 000 $, c'est écrit, c'est clair. Jouons-le de façon plus ouverte. Il y a les deux scénarios. Moi, je suis pour le financement public des partis. Vous allez dire, Moret, t'es de droite, mais tu prônes ça. Oui, je prône ça à quelque part, parce que sinon, on va se retrouver devant un bonanza épouvantable où tu vas avoir, par exemple, des compagnies
même de l'extérieur du Québec, qui vont venir influencer. Compagnie pharmaceutique, par exemple, il y a une nouvelle concernant Pfizer aujourd'hui dans les nouvelles, vont vouloir avoir le rentrée dans le régime d'assurance médicaments, vont donner 300 000 au PQ, au Parti libéral, Pfizer. Je vous donne un exemple fictif, mais à un moment donné, il faut mettre des balises. Moi, je les mettrais de l'autre côté, les balises. Je mettrais ça financement public des partis, tout simplement. OK, on s'en va tout de suite. Restez avec nous, on s'en va tout de suite à la pause. On revient avec Joanne Marcotte, Dominique Moret et vos commentaires. Concernant le blitz de financement du PQ, Christian Lucier nous a écrit sur notre page Facebook et dit si les péquistes étaient en parfait accord avec leurs principes, ils appliqueraient immédiatement leur loi au lieu de s'enrichir, puis ils osent brandir l'étendard de la bonne vertu. Dominique, effectivement, au lieu de dire « je vais arrêter de boire dans 2 semaines, pourquoi tu n'arrêtes pas tout de suite? » mais on revenait tantôt de l'utilisation de l'image de René Lévesque pour attirer les fonds. Si j'étais Pauline Marois, je serais tellement insulté en disant « ma face et mon nom, c'est pas suffisant pour encourager les gens à donner au parti. Il faut aller déterrer le bonhomme. » Ça va pas bien, là. Ça va pas bien avec la marque de commerce. Si l'image du chef n'est pas utilisée pour ramasser de l'argent, ça va pas très bien. Qu'un parti politique est obligé d'accrocher sa remorque après le corbillard de René Lévesque, et tout le respect est pour lui, là, sauf qu'on utilise des images de 74, 3 ans avant l'adoption de la loi sur le financement des partis politiques. C'est pas rien, des propos pris hors contexte. On met ça là. Et que dire de ce poster-là, stylisé, style Andy Warhol, Oncle Sam, qui monte du doigt, engagez-vous. René Lévesque n'était pas comme ça. René Lévesque n'a jamais dit ça, n'a jamais fait ça. Et qui sait, Joanne Marcotte, si René Lévesque se reconnaîtrait dans le Parti québécois d'aujourd'hui aussi? Il veut dire, on ne peut pas y faire dire des choses, on ne le sait pas. Joanne, j'aimerais qu'on parle tout de suite d'éducation supérieure et de gel des frais de scolarité. Pauline Marois dit, écoutez, il va y avoir un sommet sur l'éducation. Tout va être mis sur la table, on va discuter et après, on décidera. Là, on apprend que Pierre Duchesne, le ministre de l'Éducation supérieure, lui, son idée est faite. Ce qu'il veut, c'est le gel des frais de scolarité. Alors, la question quiz, les dés sont-ils pipés, Joanne? Écoute. Il écrit une lettre au Conseil de l'éducation. On peut se questionner à savoir qu'est-ce que ça fait dans la vie, le Conseil supérieur de l'éducation, quand ça reçoit les conseils que ça devrait donner, mais bref. Pierre Duchesne qui dit « Je vous informe que le ministère a l'intention de recommander un gel des droits de scolarité de base au niveau de ceux exigés en 2011-2012, c'est-à-dire tant. » Ben, regarde, c'est réglé, là? Mais pourquoi on fait un sommet d'abord? Pourquoi on va dépenser toute cette énergie-là puis tout cet argent-là? Et comme tu dis, le Conseil supérieur de l'éducation est censé conseiller le ministre. Bien là, ça Et là, c'est le ministre qui conseille le Conseil. Le Conseil, exactement. Non, mais c'est-tu pas beau, ça? Dominique, Alors, pourquoi on se lance dans cet exercice-là si tout est décidé d'avance, d'abord? Première des choses, Pierre Duchesne, et puis oui, il l'a démontré, il y a une mesure qui va être contenue dans le budget qui va être déposé le 20 novembre, rendu public, c'est très puis oui. Deuxième des choses, ça fait très curé moyen-âgeux, genre de curé qui niait que la Terre était ronde, continue quasiment de nier qu'il y a un sous-financement dans les universités, s'obstine donc avec les recteurs, alors qu'à l'eau, c'est assez évident qu'il y a un sous-financement des universités au Québec. Alors, oubliez ça, le sommet de l'éducation. Ça sera un jamboree, ça sera un camp scout pour Carré Rouge qui ont un beau nanan jusqu'en 2014. C'est très irresponsable de pelleter ça dans la cour d'un autre gouvernement. Peut-être que ce sera le PQ, peut-être que ce sera un autre. OK, mais moi, c'est sur le dos des contribuables, au bout du compte. Je vais me faire l'avocat du diable, Joanne. Sous-financement des universités ou mauvaise gestion de l'argent? Parce que je m'excuse, mais quand on regarde les salaires que les recteurs ont, quand on voit la façon dont ils dépensent l'argent... C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils adressent ou qu'ils couvrent les deux sujets, là. Mais est-ce que ce sera un exercice futile? La question est bonne. Est-ce que les recteurs vont se tenir debout cette fois-ci puis exprimer, puis justifier vraiment leurs besoins financiers? Est-ce que ça va être les associations étudiantes qui vont décider qui a le droit puis qui n'a pas le droit d'assister à ce sommet-là? Est-ce qu'on va traiter des bonnes questions, et je les nomme, la qualité de l'enseignement, la responsabilité individuelle des étudiants face à leur avenir,
la contribution juste du contribuable et surtout le taux d'obtention des diplômes. J'ai ici devant moi là, une feuille, une étude, un extrait d'un article de Pierre Fortin que les gens estiment beaucoup. Il y aurait 46 des gens qui accèdent au baccalauréat et pourtant, il n'y a que 28 de ces étudiants-là qui sortent avec un diplôme. Moi, je paye pour ça. Vous payez pour ça, là. C'est-tu normal, ça? Dominique, je suis pas certaine. Pierre Fortin, le même Pierre Fortin, dit que quelqu'un qui a une maîtrise, quelqu'un qui a un diplôme d'études supérieures, au cours de sa carrière de travailleur, va faire 1 million de dollars de plus que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Donc, on peut se dire que financer tes études, c'est un investissement. Ah oui. Parce que quand tu vas avoir ton diplôme, tu vas faire beaucoup plus d'argent que le gars qui n'en a pas. C'est un super investissement. Mais le problème, c'est que croient que c'est une dépense, croient que c'est de l'endettement. On ne parle pas le même langage. C'est un investissement en or. Et aujourd'hui, on travaille plus longtemps encore. Quelqu'un qui s'en va en médecine va être médecin peut-être jusqu'à 70 ou 72 ans. Surtout au Québec, avec les frais de scolarité en médecine qui sont ridiculement bas. C'est quasiment aussi coûteux que de faire ta médecine à McGill que d'étudier en poésie à l'Université de Rimouski. C'est pas des farces. Et ça, c'est l'investissement des investissements, là, au Québec. Qui va représenter les contribuables au sommet de l'éducation? J'aimerais ça le savoir. Voir les recteurs, les carrés rouges, Pierre Duchesne, les contribuables. Joanne, est-ce que l'AC va sortir dans les rues pour demander la gratuité? Parce que les autres, j'imagine, ils vont dire le gel, c'est pas suffisant. Étant donné qu'il a déjà plié le gouvernement, on va le faire plier encore plus. Oui, c'est ça. Il faudrait faire un pool à savoir à partir de quel moment ils vont claquer la porte. C'est ça qu'il faudrait faire avec l'AC. Mais la question que Dominique pose, elle est cruciale. Qui va représenter l'étudiant libre et responsable? Qui va représenter le contribuable autour de cette grande table-là? Et je ne me fierai pas sur le carré rouge qui est Pierre Duchesne. Je m'excuse, mais cette personne-là, malgré toutes les bonnes intentions, malgré le fait qu'il a plein d'enthousiasme, malgré le fait qu'il est en amour avec le Québec et avec son parti politique, là, c'est un carré rouge qui a manifesté. Alors, on sait qu'il ne représentera pas le contribuable. Alors, qui va représenter cette personne-là autour de la table? Et rappelons que Gabriel Nadeau-Dubois a ramassé 70 000 là, dans sa cause contre Jean-François Maurras, Dominique. Ben oui. Et l'excédent s'en va où? À l'AC. Ben oui. Donc, Mais ça, un bon c'est notre 50-60 000 qui s'en va à l'AC pour, dit-on, défendre les pauvres petits étudiants qui ont été maganés par la police de Montréal. On Est-ce que comprend ça, que c'est le reste, ça va aller. Est-ce que c'est les centrales syndicales qui remercient Gabriel Nadeau-Dubois pour ce service rendu? Ah, beaucoup de carrés rouges. Il y en avait quand même 150 000 à 3 soirs à un moment donné à Montréal. Là. Ouais. Mais les étudiants qui n'avaient pas de maudicine payer les études, mais qui ont beaucoup d'argent quand même pour financer Gabriel Nadeau-Dubois, l'enfant Dieu, Ce qui était devant les peurant, tribunaux. juste, ce qui était peurant, je ne veux pas perdre l'idée, là, c'est qu'on entend parler là, maintenant là, de la part de l'AC d'une espèce de volonté, ou en tout cas, ils font pression pour légiférer le droit de grève étudiant, là, incorporer ça, s'inspirer du Code de travail pour finalement rendre ça légal, ce qui est horrifiant d'enlever la liberté d'accéder à l'enseignement. Alors, est-ce que là encore, le Parti québécois va leur donner ça en cadeau? C'est horrifiant et c'est... Regarde, il n'y a pas de mots. Joanne, merci beaucoup. Dominique Morin, merci beaucoup. Après la pause, Denis Lévesque qui a rencontré son idole, Larry King, il vient nous en parler après la pause.